Merci beaucoup à la compagnie Step for a Change pour cette magnifique performance artistique. Je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Et nous allons maintenant passer à la troisième partie de cette journée, Nature pour la société. Et pour animer cette partie, je vais appeler Sita Narayanan, directrice de l'aménagement du territoire et du développement durable du Grand Port Maritime de Guadeloupe, et qui nous fait l'honneur d'animer cette séquence. Bonsoir à tous. Un petit peu compliqué de prendre le relais après la prestation technique et émouvante qu'on a eue. Pour cette dernière session, nous allons regarder la thématique Océan du futur à travers le prisme de la nature pour la société. Alors, je vais vous proposer de vous emmener en Guadeloupe, parce que c'est de là que je viens pour poser le sujet. Vous le savez, la Guadeloupe est un territoire ultramarin, français, européen, mais nous sommes aussi au cœur de la Caraïbe. Nous accueillons ce que moi j'appelle une société multiculturelle dans, dans sa définition. Au sein d'une terre et d'une mer à la richesse spécifique unique, propre aux écosystèmes littoraux, et en particulier les coraux, les herbiers marins et les mangroves et les forêts littorales. Ces milieux sont particulièrement vulnérables aux impacts anthropiques, évidemment, tels que la pollution, la transformation du littoral et aux effets du changement climatique. Le Grand Port Maritime est un outil indispensable sur ce territoire. C'est un acteur économique, évidemment, un territoire particulier puisqu'il s'agit d'un archipel. C'est également un gestionnaire d'espaces naturels. Peu de gens encore le savent. Mais nous avons donc une responsabilité particulière dans la préservation et la restauration de la biodiversité, en particulier marine et côtière. Avec notre programme environnemental Cayoli et notamment le projet Life Adapt Thailand financé par l'Union européenne, nous expérimentons des solutions fondées sur la nature pour tenter de restaurer ces écosystèmes côtiers littoraux, pour démontrer comment ils peuvent contribuer à la résilience des communautés locales. Et comment ils peuvent aider à lutter contre les pressions environnementales croissantes. Les actions à l'échelle du territoire doivent nous permettre d'améliorer la résilience globale du territoire. Il s'agit évidemment de protéger ces écosystèmes fragiles, les coraux, les herbiers, les mangroves, qui jouent un rôle essentiel dans la protection de nos côtes, qui jouent un rôle essentiel dans la filtration des eaux et qui aident à la production de ressources, évidemment. Il s'agit aussi de réhabiliter des zones endommagées par les activités humaines, de sensibiliser et d'impliquer davantage tous les acteurs de la société civile, mais aussi de soutenir la recherche scientifique pour mieux connaître et mieux protéger ces écosystèmes. La disparition des espèces endémiques, la dégradation des habitats naturels et la perturbation écologique, des équilibres écologiques ont un impact sur les populations locales et sur l'économie, ont un impact sur la société. Les interventions ciblées pour restaurer ces écosystèmes sont nécessaires. Je vous propose cet après-midi d'explorer deux approches complémentaires qui vont nous aider à mieux comprendre les interactions entre la biodiversité marine et les sociétés humaines, ainsi que les impacts des activités humaines terrestres sur les océans. Pour commencer, j'ai l'honneur de passer la parole au professeur David Mouillot de l'Université de Montpellier et membre senior de l'Institut universitaire de France. Il va nous présenter ses recherches sur les contributions de la biodiversité marine aux sociétés humaines. C'est à vous, professeur. Eh bien, bonjour à tous. Donc moi, je vais parler d'interaction homme-nature avec une petite obsession sur l'aspect causalité, avec quelques anecdotes, et puis après des applications plutôt au monde tropical. Donc un rapide contexte en lien avec ce qu'on a entendu juste avant moi. Donc on est ici pour parler des scénarios, ou en tout cas la manière d'envisager le futur homme-nature, mais c'est forcément lié aux solutions pour la nature, les fameux NBS ou SNF en français.
On a également des liens forcément avec les objectifs de développement durable, donc je vais toujours relier ces trois aspects. Et enfin, le dernier, bien sûr, c'est l'ambition de mettre en place 30% de protection sur les terres et les mers d'ici 2030, donc après-demain. Et si je retiens une des phrases de la fameuse voilà, les solutions pour la nature, hein, j'ai mis en gras les deux mots, ou les quelques mots qui m'ont marqué, parce qu'il y a un sentiment, en tout cas, il y a une causalité totalement implicite, hein, avec le fait que quand on met des solutions en place, telles que la protection, la restauration, forcément, on a une causalité avec un impact sur le bien-être des populations humaines, ou voire la socio-économie. Donc c'est tout l'objectif hein, du PEPR Solubiode hein, qui va démarrer sous peu. Je fais partie voilà, du membre des comités scientifiques. On va mettre ça en place pour 9 ans avec 50 projets financés. Et on va insister sur cet aspect série à long terme et puis bien sûr lien de causalité entre restauration de la biodiversité et bénéfices aux sociétés humaines. Donc là, moi, je vais prendre un simple exemple. Hein. On est d'accord que 30%, on en est encore très loin par rapport à l'objectif 2030. Et on a des liens plus ou moins intuitifs, plus ou moins causaux, sur lesquels il n'y a pas de remise en cause. Je pense notamment au fait qu'en protégeant les océans, en diminuant la pêche, en diminuant l'ancrage, on a évidemment un bénéfice pour la vie sous la mer. Et on a bien sûr plus de poissons quand on en pêche moins. Je pense que personne ici remettra en cause ce lien de causalité entre protection et bénéfice sur le SDG numéro 14. Quand on regarde maintenant sur des SDG comme la pauvreté, la faim ou le bien-être, hein, c'est un peu plus complexe. Hein. Le lien, on nous le dit en permanence, semble évident. Il n'est pas forcément si évident. Hein. On a des évidences où c'est totalement positif. Hein. En mettant sous protection, on peut avoir des bénéfices à la fois pour la pauvreté, la faim et le bien-être. On a pas mal d'histoires négatives également. Hein. Et petite anecdote, hein, je vais prendre le temps. Hein. On était sur un forum en août dernier hein, avec des élus locaux, etc. Et un élu de l'agglomération de Montpellier vantait le fait qu'avoir mis en place une aire protégée était bon pour le bien-être des habitants de la commune de Montpellier. C'est une des communes les plus verdoyantes de Montpellier, avec le taux d'imposition le plus élevé par foyer, donc une commune plutôt très privilégiée. Et c'est vrai qu'on avait un doute sur le fait que, a-t-on réellement un bénéfice de l'aire protégée mise en place, toute petite, pour les habitants de cette commune-là, dont je tairai le nom. Puis on en est venu à dire que, finalement, les habitants avaient été également très proactifs dans la création de cette aire protégée. Donc en fait, on s'est posé la question, finalement, est-ce que ce n'est pas le contexte, est-ce que ce n'est pas cette population-là qui, de par son vote, de par ses actions, de par les associations mises en place, qui ont provoqué la mise en place d'une aire protégée? Donc en fait, on renverse complètement la logique, d'une logique qui est de mieux protéger pour du bien-être, vers, pourquoi pas, des conditions locales favorables à la mise en place d'aires protégées. Donc en fait, on a une discussion assez intéressante sur la poule et l'œuf, hein, la cause ou la rétrocause. La seule cause sur laquelle on est d'accord, bien sûr, c'est que la mise en place de l'aire protégée augmentait, bien sûr, le prix des terrains et des maisons à côté de l'aire protégée. Là, la causalité, elle est vraiment évidente. Donc là, il y a un bénéfice, mais pour des gens qui sont déjà très aisés. Voilà, c'était la petite anecdote avant de passer à mes systèmes plutôt coralliens, tropicaux, où les notions de pauvreté sont bien plus ténues. Donc je vais bien sûr focaliser sur la partie obscure du triangle, hein, celle qui est un peu moins peut-être intéressante aux yeux de certains, en focalisant principalement sur les sociétés rurales, côtières d'Est-Afrique. C'est là où on avait plus de résultats, avec le lien potentiel entre, bien sûr, la mise en place d'aires protégées et le fait que la pauvreté diminue, ou en tout cas que les richesses matérielles augmentent dans ces communautés rurales, avec peu, finalement, de solutions alternatives aux ressources naturelles. Donc je vais revenir aussi à cette notion de causalité, avec 3 niveaux, qui sont bien sûr issus des sciences sociales, notamment de Judea Pearl, hein, qui a mis en évidence 3 niveaux: le niveau associatif, le niveau intervention et le niveau contrefactuel. Et ça fait appel à 3 notions statistiques assez différentes. Hein. L'association, c'est évident pour tout le monde, c'est la corrélation. C'est « je suis proche d'une aire marine protégée, quel niveau de pauvreté j'ai observé ?» On n'a pas de causalité, c'est simplement un lien entre un niveau de pauvreté et une aire protégée en Afrique. Il y a le deuxième niveau, c'est le niveau intervention, c'est si j'ai mis en place une aire protégée, quel est le changement que je vais observer dans le niveau de pauvreté? On est sur une intervention, il faut un avant-après. Et le dernier niveau, ce sont les contrefactuels, en se disant, par rapport à un scénario sans aire protégée,
si j'en mets une en place, quel sera le bénéfice, toutes les autres variables étant constantes. Donc là, on est dans le contrefactuel, et ça fait plus appel à de la modélisation. Donc on a vraiment de la corrélation, simplement une photographie à un moment donné, on a de l'intervention, on a plutôt un avant-après, et on a du contrefactuel qui fait place à l'imaginaire, qui est « et si on avait mis en place une aire protégée ». Donc, pour le premier niveau, je prendrai l'exemple de Nathalie Ban, qui a beaucoup travaillé sur les aires marines protégées, avec une revue complète des analyses spatiales associatives entre aires protégées et pauvreté. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont été scannées, dépouillées, avec beaucoup d'intervenants. Et je vous invite à regarder, c'est la dernière ligne avec les incomes, donc les revenus. La CPUE, donc, ce sont les captures par unité d'effort pour les pêcheurs locaux. Les catchs, donc les prises en termes de quantité, et aussi le coût de la pêche. Et donc en vert, ce sont les effets positifs, en pourcentage des foyers ou des pêcheurs qui ont été interrogés. En rouge ou orange, ce sont les effets négatifs, et en bleu, les effets neutres. Et là, vous voyez que sur à la fois les revenus, la pêche en termes de capture ou de capture par unité d'effort, on a un consensus quasiment à 2/3. 2/3 des pêcheurs trouvent un bénéfice à la mise en place de l'aire protégée. Par contre, ce qu'on a, c'est un coût très fort de la pêche. On a forcément des lieux de pêche potentiellement plus loin, des engins restreints. Donc il y a un coût associé à la pêche. Ce qui fait que dans la balance, finalement, quand on interroge ces foyers sur le bénéfice potentiel pour leur revenu à la fin de l'année de la mise en place de l'aire protégée, on est à 50-50 quasiment. Donc on n'est ni vert, ni rouge, mais on a vraiment un intermédiaire. Ce qui explique en partie pourquoi, finalement, atteindre ces 30% de protection en 2030 ne sera pas si facile. On n'a pas encore de consensus, on n'a pas encore de causalité sur le fait que l'aire protégée a bénéficié à ces pêcheurs locaux. Donc ce qui nous a intéressé dans le cadre d'une ANR qui va se finir dans pas longtemps, MPA Poverty, c'est de savoir si, avec le temps, le fait de mettre en place une aire protégée a procuré des bénéfices à long terme. Donc là, ce qu'on a fait, nous, on s'est intéressé à des séries temporelles où on a des sites traités. Donc ce sont des sites qui vont recevoir la mise en place d'une aire protégée à un moment donné. Donc on a un avant-après. Et on a ce qu'on appelle, nous, des sites contrôle. Donc ce sont des sites quasiment identiques qui, au cours du temps, n'auront pas de mise en place d'aire protégée. Et on va s'intéresser donc aux tendances du village noir, par exemple, traité avec une mise en place d'aire protégée au cours du temps. L'intervention, c'est ce qui sépare le blanc à gauche du gris à droite. Donc la barre du milieu, c'est la mise en place de l'aire protégée. En Y, par exemple, c'est le niveau de richesse d'un village. Donc, pourquoi pas, on peut s'attendre à ce que le blanc n'ait pas évolué en termes de richesse, alors que le noir s'est envolé. Et on s'intéresse à la différence entre les deux villages, uniquement à la différence. Et on va regarder si, au cours du temps, finalement, cette différence est marquée. Est-ce qu'il y a une amélioration donc, des biens de ces villages avec la marine protégée? Si oui, quelle est la magnitude de l'effet? Et le lag, c'est le temps qu'il faut pour que ces communautés en profitent. Donc on a travaillé sur ces données-là, en tout d'abord essayant d'extraire bien sûr des sites contrôle et témoins, en tout cas contrôle et traités qui se ressemblent. C'est ce qu'on appelle le matching. Donc le but, c'est de se dire, on remonte aux années 2000 et on cherche des villages qui sont des cousins, des témoins l'un de l'autre, qui ont les mêmes caractéristiques socio-environnementales. C'est le début de l'expérience. Ces villages, l'un des deux, le traité, va recevoir la mise en place d'une aire protégée à ses côtés, l'autre n'en recevra pas. Et on s'intéresse à l'évolution de ces deux villages au cours du temps, en faisant l'hypothèse que la seule chose qui les différencie, c'est la mise en place de l'aire protégée. On aura donc une réponse à notre hypothèse nulle, qui est qu'il n'y a pas d'effet. Donc on a travaillé sur ce genre de village au Mozambique, Madagascar, Tanzanie. Donc vous avez ici en hachuré blanc les aires protégées, avec les villages qu'on appelle, nous, les villages traités en jaune. Donc ce sont les villages qui sont soit à l'intérieur, soit à la proximité de l'aire protégée. Et on a cherché parmi tous les villages bleus, là, les témoins. Donc ceux qui ne sont pas dans l'aire protégée ou ceux qui sont à une distance suffisante pour considérer que l'aire protégée n'a pas d'effet. Ce sont nos villages contrôle, nos témoins négatifs. Et par du matching, en fait, par des statistiques, on cherche à choisir les plus proches voisins avant l'expérimentation, lesquels vont se ressembler le plus. Comme quand vous allez prendre un traitement par une maladie, je ne vous le souhaite pas, vous allez chercher quelqu'un dans la population qui vous ressemble et qui n'est pas malade. Ou qui n'aura pas le traitement, pardon. Donc en fait, le plus dur après, c'est de se dire comment obtenir des estimations de la pauvreté sur du passé lointain, car là, le but, c'est de remonter à 20-30 ans pour visualiser un certain effet.
Donc là, on profite des dernières avancées en intelligence artificielle appliquées aux données satellites. Et on profite également des données du programme DHS de l'ONU, qui va régulièrement, dans des villages africains, faire des enquêtes sur la présence de télé, la présence du toit, de couverture, etc., pour estimer un indice de pauvreté par village. Et en face, ce qu'on a, ce sont des données satellites de ces villages, prises au moment où l'enquête a été faite. Et en fait, finalement, le réseau de neurones va nous lier une image avec une valeur de pauvreté. Ce qui fait qu'une fois que le modèle est mis en place, est validé, on peut estimer la pauvreté dans n'importe quel village, à n'importe quel moment, dans chaque année. Donc on a une relation très forte en cross-validation entre la vérité terrain et la modélisation, ce qui nous permet d'avoir des séries à long terme sur des milliers de villages de la côte est africaine. Et le résultat était le suivant. Donc, quelques exemples. Donc, quand le village est blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le traité et le contrôle. Pas de différence, les mêmes trajectoires entre les deux villages. Lorsque le village est en rouge, c'est-à-dire qu'il s'est appauvri par rapport à son témoin. L'aire protégée a un impact négatif. Et lorsqu'il est en vert, on a un impact positif. Le village, dans l'AMP, a été favorablement, voilà, en tout cas, a eu une diminution du niveau de pauvreté. Et là, les premiers résultats ne sont pas très encourageants, sur cette zone-là en tout cas. On a très peu de cas de success story avec très peu de trajectoires favorables. C'est-à-dire qu'en général, les villages près des aires protégées se sont plutôt appauvris, contrairement à notre hypothèse de départ. Donc on va passer ensuite au contrefactuel. Donc le contrefactuel, c'est vraiment sur se dire, en modélisation, quand on a beaucoup d'évidence, quand on a beaucoup de données terrain, on va essayer de modéliser le scénario inverse. Donc ça, c'est tout l'objet d'une ERC que j'ai obtenue, qui va avoir lieu dans les 5 prochaines années, qui s'appelle Blue Africa, où là, le but, ça va être de se dire, des actions de protection de l'environnement ou de mise en place d'aquaculture ont-elles bénéficié à la fois au niveau de richesse locale et au fait que les gens ne migrent pas, ou en tout cas ne partent pas de leur village, parce qu'on s'est aperçu finalement que la pauvreté sur les images d'avant était principalement due au fait que les gens s'en allaient lorsqu'une aire protégée était mise en place. Donc là, on va tester ces hypothèses et on va faire vraiment des contrefactuels pour savoir si, dans des scénarios de futur, en fait, on va avoir des impacts plutôt positifs ou négatifs. Je finirai avec cette petite image à gauche que j'ai vue, qui m'a interpellé tout de suite, où on a l'impression que parmi les futurs, société, culture ou bénéfices pour la biodiversité, les axes sont perpendiculaires. Ça suggère que finalement, on a des choix à faire et qu'il y a des compromis. Il est difficile d'atteindre l'un et l'autre à la fois. On s'est posé cette question sur des systèmes coralliens récifaux, où on a essayé d'estimer en fait toutes les contributions que pouvaient avoir les poissons récifaux à la fois à la nature et à la fois à l'homme. Donc là, on s'est penché sur, c'est un programme qui vient de finir, on a réussi à estimer 29 contributions des poissons récifaux à la fois à l'homme et à la nature. Par exemple, à la nature, pour être plus concret, ce sont des actions de recyclage du phosphore, de l'azote, donc des actions de productivité. On a aussi, par exemple, du stockage de carbone à travers l'excrétion de carbonate. Donc, ce sont toutes les actions des poissons qui vont être favorables aux écosystèmes et à la nature. En contrepartie, on a une vingtaine de contributions qui sont favorables à l'homme. L'une des plus originales, c'est la valeur esthétique des poissons. Donc ça, c'est assez intéressant. On a fait scorer à des gens des paires de poissons. On ne demande pas une valeur à des gens. En fait, on réagit que par paire. Et en fait, on fait évaluer sur Internet à des milliers de participants des paires de poissons avec simplement la question « lequel vous préférez ?» Ensuite, on établit un score et un ranking de poissons et on essaye d'estimer ensuite la valeur de cette valeur esthétique en fait, par algorithme deep learning. Ça marche très très bien. Donc on a scoré l'ensemble des poissons de par leur valeur esthétique. Vous avez ici les plus beaux aux plus moches, entre guillemets. Et donc en fait pour nous, c'est une valeur contribution à l'homme parce que finalement, c'est potentiellement de l'écotourisme, ce sont des plongées plus valorisées, etc. Voilà. On a pas mal d'indicateurs comme ça qui sont liés à Nature for People au niveau du NFF. Donc on s'est posé la question de savoir si, est-ce qu'il y a un trade-off, est-ce qu'il y a un compromis entre people et nature, ou est-ce qu'on peut avoir des sites qui sont gagnants-gagnants, qui sont bons à la fois pour la nature et pour l'homme. Donc on a estimé l'ensemble de ces 29 contributions dans une horrible ACP que vous voyez là, donc sans compliquer l'affaire au niveau statistique. Chaque flèche représente une contribution, en vert les contributions à la nature, en bleu les contributions en bas à l'homme.
on s'aperçoit que les contributions à la nature vont assez dans le même sens. C'est-à-dire plus on a de biomasse, plus on a de nutriments, plus on a de recyclage. On a un fort effet biomasse en général. Donc en général, les systèmes récifaux qui sont bons pour une contribution à la nature sont bons pour les autres également, à part peut-être sur des aspects comme endémisme ou diversité phylogénétique. Par contre, en bleu, on a un éclatement du nuage et on a des oppositions. On a des sites qui sont très bons, par exemple, pour la teneur en fer dans la chair des poissons, et des sites qui sont bien meilleurs pour l'aspect esthétique. Donc en fait, là, on a plutôt des compromis, alors que sur le vert, on a plutôt des synergies entre les contributions. Et quand on prend un score vert, fort nature, et bleu, fort people, on s'aperçoit finalement que dans l'espace où chaque point représente un récif corallien, on n'a pas de fatalité, on n'a pas de compromis, car on a des sites noirs en bas à gauche qui sont bons ni pour l'un ni pour l'autre. On a des sites en haut en bleu qui sont bons pour l'homme et pas pour la nature. En gros, ça voudrait dire peut-être des sites productifs avec beaucoup de biomasse, mais sans avoir une belle valeur esthétique. Des sites en bas à droite qui sont bons pour la nature et pas forcément pour l'homme. Donc pourquoi pas des sites où le recyclage est très efficace, mais où les poissons ne sont pas commerciaux. Et finalement, en jaune, en haut à droite, on a quand même un motif d'espoir. On a quelques sites qui sont bons à la fois pour la nature et à la fois pour l'homme. Et en tout cas, on n'a aucun lien avec les aires marines protégées sur ce quadrant, avec les 4 aspects. Et nous, on va travailler en contrefactuel sur le fait de mettre en place des scénarios en se disant, ce qui nous intéresserait, nous, c'est de partir des sites noirs, en fait, des sites qui sont mauvais pour les deux autres, pour les deux aspects, et se dire quelles seraient les actions de gestion pour les relever, soit, pourquoi pas, vers le bleu, avec des sites qui deviennent meilleurs pour les actions humaines ou les utilisations humaines, et pourquoi pas des sites qui deviennent meilleurs pour le vert, c'est-à-dire meilleurs pour la nature. Donc tout est là. Le but est de relever les sites noirs en proposant des solutions fondées sur la nature pour sortir de cette trappe en bas à gauche. J'ai dépassé un peu le temps, je suis vraiment désolé, je laisse cette bête frasque faite par Ulysse qui travaille sur ça, qui est notre thésard, avec bien sûr en bas à gauche les sites en gris, ce sont des états non désirables, ni par la nature ni par l'homme. En haut à gauche, c'est plutôt le côté optimisation de la nature à des fins d'utilisation. En bas à droite, un mot cher à mon étudiant qui est l'archéologie, où là on ne touche rien, les Galapagos, où on est bon pour la nature, mais ce sont des sites a priori qu'on va mettre en sanctuaire. Et en haut à droite, c'est presque un cas idéal où on arriverait à maintenir une activité, pourquoi pas, d'écotourisme et de pêche à part égale, avec un gagnant-gagnant homme-nature. Merci pour votre écoute. Il y a des questions, non? Après. Ah, après. Ah, d'accord. Je n'avais pas compris. Merci. Alors, merci beaucoup. Moi, j'ai été très touchée par l'étude de cas sur les récifs coralliens, parce que ça a un écho particulier pour moi. Parce que vous savez, depuis l'année dernière, on a un phénomène de blanchissement corallien dramatique dans la Caraïbe. La plus grande barrière de corail de la Caraïbe, en Guadeloupe, est complètement morte. Donc, voilà, la recherche a son rôle à jouer pour sensibiliser sur ça. Je vais maintenant passer la parole à Johnny Gasperi, directeur de recherche à l'université Gustave Eiffel. Il va nous exposer ses études sur la pollution plastique dans le continuum terre-mer. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'introduction. C'est Elisabeth? Alors on va... Avancer, reculer, laser. D'accord, on va essayer. Donc on va essayer de quitter ces aires protégées et puis la poésie et un petit peu ce moment suspendu de la performance pour parler d'un sujet malheureusement un petit peu plus pragmatique et un peu plus visible. Alors j'ai beaucoup aimé l'intervention du PDG de l'Ifremer qui parle de dimension invisible. L'avantage de la pollution plastique, c'est une pollution qui est visible et qui permet de ressentir la perception et de mettre aussi un lien entre santé, société et nature. Et aujourd'hui, quand on veut chercher à construire l'océan du futur, il est nécessaire de quitter un petit peu cette limite physique de l'océan et de remonter sur nos estuaires, de remonter sur nos continents et in fine de remonter sur le milieu urbain et puis de regarder un petit peu l'héritage qu'on a laissé à cet océan. Parce que ça ne sert à rien de reconstruire un océan et d'avoir des objectifs sur la pollution plastique si on occulte complètement ce qui se passe en amont. D'ailleurs, la pollution plastique, si on fait un petit peu l'histoire de cette pollution plastique,
les premières découvertes scientifiques, elles ont gravité autour de l'océan. 1970, les larves de sirène, 1995-97, le 7e continent, et depuis ces études, on a remonté progressivement sur le milieu continental où on a cherché. Alors aujourd'hui, le sujet de la pollution plastique, c'est un sujet qui est passionnant, mais qui est surtout passionné. Et on entend énormément de chiffres qui sont publiés dans la presse. Vous avez tous des chiffres en tête, mais il faut savoir que ces chiffres, malheureusement, ils reposent sur des postulats scientifiques ou des évidences scientifiques fragiles. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes fausses. Ça veut juste dire qu'elles sont plus ou moins robustes. Par exemple, vous avez tous entendu parler de l'hypothèse comme quoi arrivait entre 4 et 12 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année aux océans. Ce chiffre a été repris en boucle dans plusieurs médias, en boucle par plusieurs associations. C'est un chiffre qui est basé sur des estimations conceptuelles. En gros, on va prendre la quantité de plastique, on va dire qu'il y a un temps qui fuit, et puis cette fuite, elle va aller dans le milieu naturel, elle va aller dans les océans. Et donc, on a introduit énormément de biais dans cette pollution plastique, dans cette perception de la pollution plastique, avec deux postulats de départ qui sont que la pollution plastique vient majoritairement du milieu continental. 80% de la pollution des océans vient du continent, alors qu'il n'y a quasiment aucun chiffre qui le démontre. Le deuxième postulat qui biaise un petit peu nos interprétations, c'est que, en fait, dès lors qu'un déchet va être perdu, va sortir d'une filière de valorisation, il va aller dans les rivières et, in fine, dans les océans. Vous avez tous vu ces petites pancartes, ici commence la mer, dans des villes du littoral ou des villes un petit peu plus éloignées du littoral. Après mon intervention, on pourrait peut-être mettre une petite mention autre que ici commence la mer. Alors, on va essayer de dérouler. Excusez-moi, je ne suis pas sûr que ça... Vous appuyez ? Ah, d'accord. Alors, aujourd'hui, l'estimation la plus scientifique, la plus carrée, la plus reproductible par la méthodologie, c'est un collègue espagnol, González, qui nous propose une estimation aujourd'hui entre 0,8 et 3 millions de tonnes de déchets plastiques qui arriveraient chaque année aux océans. Alors attention, quand cette estimation est faite, c'est simplement des gens, des observateurs qui se mettent au-dessus d'un pont et qui vont compter le nombre de déchets et qui vont traduire cette quantité de déchets en unités de temps, en unités de masse, pour avoir une flux annuelle. C'est uniquement des déchets qui sont en mouvement dans le lit mineur et qui sont potentiellement atteints des océans. Alors bien sûr, il y a des fuites qui vont différer selon le pays, forcément selon la richesse, la structuration du système. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de regarder ces niveaux de fuite selon le pays dans lequel on est et selon le système. Venir regarder les fuites dans nos pays européens, ça a une portée politique très intéressante. Parce que dans nos pays européens, on est structuré, on a des ambitions. Et comme on a des ambitions, on a une volonté politique de réduire cette pollution. S'interroger sur la quantité de plastique qui transite réellement des milieux urbains jusqu'aux océans et essayer de voir comment la politique publique peut vraiment réduire à partir des chiffres qu'on produit, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on soit bien d'accord, l'enjeu de la pollution plastique au niveau des océans, elle ne se passe pas chez nous, sous réserve qu'on n'envoie pas nos déchets en Asie ou dans d'autres pays. Mais bien sûr, l'enjeu principal, c'est dans l'Asie du Sud-Est, là où on va avoir des revenus faibles. Alors, je vous disais tout à l'heure, le postulat, quand on fait des flux de plastique, beaucoup d'études ont pris le postulat qu'un déchet plastique, quand il était perdu en milieu urbain, il allait quasiment directo dans les milieux récepteurs et qu'on a oublié que la ville, elle avait un fonctionnement, elle offre des services. Elle offre des services de nettoyage urbain, elle offre des réseaux, elle offre des structures de piégeage, qui fait que le chemin d'un déchet, entre le déchet que vous avez peut-être perdu sur la chaussée à Paris là ce matin et la mer, il est très très loin. Et que les probabilités que ce déchet atteigne un milieu récepteur sont faibles, et qu'après, les probabilités que ce déchet, une fois qu'il est dans le milieu récepteur, atteigne l'océan, sont faibles. Je ne dis pas qu'elles sont nulles, je dis qu'elles sont faibles, et je parle de probabilité.
Donc là, on a ce raisonnement sur le milieu urbain. On peut avoir la même chose, en fait, sur le milieu récepteur, où beaucoup de gens aussi considèrent qu'un déchet dans le milieu, voilà, vous mettez un déchet à Paris, là au niveau de la Seine, dans 3 jours, il est en Manche et on n'en parle plus. Non. Un fleuve, ça a un fonctionnement. Ça a différentes dimensions. Ça a des dimensions géographiques, ça a des dimensions hydrologiques, qui font qu'un fleuve, c'est vivant, et que ce déchet, il va avoir une trajectoire. Et il va lui arriver plein de choses à ce déchet avant même d'arriver à l'océan. Alors, si on essaye un petit peu de résumer, je suis désolé, j'ai fait une présentation très synthétique. J'ai bien compris qu'il y avait du public très différent, donc j'essaie de ne pas employer des termes scientifiques trop complexes. On va essayer d'être hyper pragmatique. La recherche, ça sert aussi à ça. On n'est pas que des rats de laboratoire. Pas que. Qu'est-ce qui se passe en milieu urbain? Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le milieu urbain. Nous, on s'intéresse à la quantité de déchets plastiques qui est générée sur l'espace public versus la quantité de déchets qui restent au sol versus la quantité de déchets qui est réellement exportée des milieux urbains. Alors, ce graphique, il est un petit peu compliqué, mais ce qui est intéressant, c'est ce chiffre en bas à droite, où on voit que sur la totalité de l'espace public, ça c'est un cas d'étude qui a été fait à Nantes, eh bien, une très grande majorité des déchets générés sur la surface publique sont soit mis dans une corbeille de rue, donc ça veut dire qu'il n'y a pas que des incivilités, et ça pose la question des incivilités dans l'espace public et dans la discussion politique, soit repris par les services, soit des déchets qui sont positionnés dans l'espace urbain, qui ne sont pas forcément remobilisés. Parce qu'un déchet, ce n'est pas parce qu'il est sur le trottoir qu'il va être remobilisé par les pluies et qu'il va atteindre les eaux pluviales. Chose extrêmement intéressante, quand on quantifie cette fuite par les eaux pluviales, on est seulement à l'ordre de 3 à 6 grammes par habitant et par an. C'est rien, c'est infiniment rien par rapport aux 52 ou entre 50 et 60 kg de plastique qu'on consomme. Ça doit faire tilt en termes de science, en termes de politique, d'appui politique public, parce que quand on a une fuite qui est aussi petite par rapport à un système, alors vous allez me dire, il y a 2 manières de voir les choses. Il y a des optimistes qui diraient, ça fonctionne bien le système, puisque 5 à 6 grammes de 60 kg, ça nous fait 0,0 quelque chose % de fuite. Donc un système qui marche comme ça, on aimerait en avoir plus. Donc c'est toujours pareil, les optimistes vont penser en relatif, et puis les pessimistes vont penser en absolu, parce qu'en fait ce 6 grammes par habitant et par an, il va être multiplié par la population, etc., etc. Alors ça, c'était sur le milieu urbain. Comme je vous disais tout à l'heure, quand un déchet va arriver dans un fleuve, eh bien ce fleuve, il a tout un tas de dimensions. La dimension hydrologique, on a des périodes de basse eau, des périodes de haute eau. Et en fonction de ces périodes de haute eau ou de basse eau, on n'a pas les mêmes débits, donc on n'a pas les mêmes hauteurs d'eau. Et donc on n'a pas les mêmes berges qui sont inondées au même moment. On va aussi avoir ce qu'on appelle la géomorphologie du fleuve, c'est-à-dire est-ce qu'un fleuve est particulièrement méandré, quelle est son empreinte spatiale, et puis également d'autres facteurs qui désignent la dimension d'un fleuve. Alors, imaginez, vous avez jeté un déchet à Paris, et il a fini par arriver dans la Seine. Donc ici, je vous ai représenté, c'est l'estuaire de Seine, on est juste à l'aval de Rouen. On a équipé des déchets plastiques avec des petits GPS, qui font une trentaine de grammes, là, qui nous permettent d'avoir une autonomie de 3-4 mois. On prend une position toutes les 3 heures, et donc on va regarder la trajectoire de ces déchets. Qu'est-ce qu'on a noté dans ces estuaires? C'est que ces déchets sont soumis à des phases de remobilisation, échouage, remobilisation. Et qu'en fait, le trajet, il n'est pas linéaire jusqu'aux océans, il est très complexe, stochastique, mais que, in fine, beaucoup de déchets n'ont pas une grande probabilité d'atteindre l'océan. Alors vous allez me dire, je vous vois tout de suite venir, Monsieur Gasperi, vous avez essayé qu'un type de déchet? Oui, je l'attends, cette question, forcément. Merci beaucoup. Eh bien, si on teste différents déchets avec différentes flottabilités, différentes tailles, différentes masses, il se passe exactement la même chose.
Simplement, on a deux forces qui s'opposent. On a d'un côté le débit de la rivière, de l'autre côté la marée, et ces forces, elles sont en opposition permanente. Des fois, c'est le fleuve qui gagne, des fois, c'est la marée qui gagne, mais dans tous les cas, le déchet, il ne va pas dans l'océan. Il va où? Il va particulièrement sur les berges. Alors, en fait, quand on lance 50 déchets dans la Seine, et qui sont tous équipés de trajectoires, on raconte des bouts d'histoire. Avec mon déchet, qui est équipé d'un GPS, je ne vous dis pas que j'ai la vérité. Je vous dis juste que j'ai un morceau de vérité. Et quand on superpose toutes les trajectoires, eh bien, j'ai des points géographiques un petit peu bizarres qui apparaissent, qui me disent, va voir ici, parce que ici, tu as une forte probabilité d'échouage de tes déchets. Et quand on va sur ces déchets, enfin sur ces zones, on se rend compte qu'on a des zones d'accumulation de déchets qui sont particulièrement importantes. Ces zones d'accumulation, c'est la résultante de plusieurs mécanismes. Tout d'abord, de la morphologie de la berge. C'est-à-dire que ces zones d'accumulation vont être dans des endroits où l'eau a fini par arriver à un moment ou à un autre, avec une certaine énergie cinétique, mais que cette énergie n'est pas capable de remobiliser les déchets. Donc on va pousser ces déchets dans ces zones, et ces déchets vont rester pour des grandes périodes de temps. Typiquement, si on regarde la date des déchets qui sont échoués ici, donc ici c'est juste un médicament où la date est imprimée, donc celle-ci elle ne s'efface pas, on va pouvoir remonter à des déchets qui ont plus de 40 ans dans ces zones d'accumulation. Alors, vous allez me dire, la Seine c'est un cas particulier parce que, comme je vous l'ai montré, c'est hyper méandré. Ce que vous avez vu sur la Seine, vous allez me dire en quoi c'est représentatif d'autres grands estuaires avec des grands marnages. Eh bien, on a fait la même expérience sur la Loire, au niveau de l'estuaire de Nantes, et les observations qu'on a établies sur la Seine sont également vraies sur la Loire. C'est-à-dire on a toujours cette opposition de force qui conduit à des échouages de déchets le long des berges. Et ces échouages sont plus ou moins hauts. La seule différence entre la Seine et la Loire, c'est le fond de vallée. La Seine, c'est un fond de vallée en V. Du coup, un déchet, il va être vite repris, il va avoir des séquences de remobilisation et d'échouage très importantes, puisque en fait, comme on a en V, l'eau finit toujours par arriver. La Loire, c'est différent, on a des marches, c'est-à-dire qu'on a le lit mineur, et puis après on a une marche et limite des contrepentes. Du coup, quand un déchet va s'échouer sur une pente un peu haute, sur une berge un peu haute, il n'y a quasiment pas de probabilité qu'il revienne dans la Loire. Au contraire, juste pour l'anecdote, il m'est arrivé sur la Loire d'aller chercher des déchets à 600, 700 mètres de la Loire, puisque dans la Loire, il y a un peu le cas particulier de submersion, etc. etc. Alors, un chiffre qui est hyper intéressant, oui, je vais dépasser moi aussi. Je disais passionnant et passionné. Alors, un chiffre qui est extrêmement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux études qui font référence en termes de déchets et de flux de déchets plastiques qui transitent dans les fleuves. C'est celle de Tramois qui a été conduite par mon équipe sur la Seine, donc 6 à 11 grammes par an et par habitant. Et puis 1 à 10 grammes par an et par habitant par notre ami Daniel Gonzalez. Ces flux ne prennent pas du tout en compte la quantité de déchets accumulés le long des zones d'accumulation. Donc ces déchets qui sont accumulés, un jour, dans les océans futurs, dans les scénarios futurs, avec l'impact du changement climatique, il faut bien imaginer que ces déchets, ils ne sont pas complètement figés. Ils ont un potentiel de remobilisation dès lors qu'on aura des codes d'eau qui vont être très importants, dès lors qu'on aura des modifications de la berge, parce que dès lors qu'on va avoir une modification de la berge, on va avoir des modifications de hauteur d'eau qui vont entraîner la remobilisation. Alors aujourd'hui, clairement, sur ces zones d'accumulation, sur la Seine, on en voit entre 50 et 60, avec des gros volumes de déchets qui sont stockés. Sur la Loire, un petit peu moins de déchets, un petit peu moins de zones d'accumulation, un peu moins marquées. Aujourd'hui, on s'interroge, on ne dispose clairement pas d'état des lieux de la biodiversité dans ces zones d'accumulation. De manière cynique, il se pourrait que la biodiversité dans ces zones d'accumulation soit plus importante qu'ailleurs, parce que certains plastiques pourraient offrir
une niche écologique. Par contre, ce n'est pas parce qu'on aurait plus de diversité qu'on aurait des individus en meilleure santé. Parce que je vous rappelle, les plastiques, le problème avec les plastiques, c'est les particules en elles-mêmes, mais aussi toute la charge chimique des additifs qui sont liés à ces plastiques. Et on peut, en effet, imaginer, alors je vais passer, on pourrait imaginer que ces déchets qui vont être accumulés sur le long terme se fragmentent, puisqu'un déchet qui va rester 30 ans sur une berge va être exposé à la lumière, va être exposé à la végétation, à l'activité bactérienne, etc. Alors, dans le cadre d'un projet qu'on mène avec le GIP Seine-Aval, le projet Litterbank, on va justement regarder quelle est la quantité de macroplastique, de microplastique qui est générée lors de ces zones d'accumulation. Et en fait, quand on va prélever des sols au niveau de ces zones d'accumulation, où il y a une quantité de déchets très importante, on va se rendre compte, alors ici je vous ai donné les teneurs en microplastique compris entre 25 micromètres et 500 micromètres, on va se rendre compte qu'on a des concentrations très importantes de microplastique, entre 5000 et 100 000 particules par kilogramme de sol. Et que on a réellement une fragmentation de ces déchets et donc des questionnements qui se posent par la suite pour l'océan du futur qu'on veut. Parce qu'en fait, au plastique que vous avez actuellement, vous avez cet héritage qui est là pour des dizaines et des dizaines d'années. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention qui m'a personnellement fait remettre en question un certain nombre de croyances que j'avais. Alors, je vais commencer. Monsieur Mouillot, professeur Mouillot, s'il vous plaît. Alors, moi, la première réaction que j'aurais, c'est une question pour vous. Est-ce que finalement, ce ne serait pas un peu politiquement incorrect de communiquer sur ces résultats? C'est exactement ça que je voulais. On ne s'est pas consulté parce que c'est super. Dire que la pollution plastique, c'est 0,02% de ce qu'on consomme, ça interroge sur plusieurs choses. Ça interroge d'une part sur la consommation massive de plastique qu'on a dans notre société. Première chose. Et puis aussi, ça questionne sur ce que les politiques publiques essayent d'infuser en disant augmenter le recyclage, augmenter l'économie circulaire pour avoir un impact. Quand on est dans l'épaisseur du trait en termes de fuite, vous allez beau avoir l'intention de passer de 25% de recyclage à 50%, les plastiques qu'on retrouve, ça sera toujours une fuite. Et on peut aussi s'interroger sur la linéarité de la fuite par rapport à un système. Aujourd'hui, on a une fuite aux alentours de 10 grammes par an et par habitant. Rien n'est garanti que si vous diminuez de votre consommation de plastique de 20%, la fuite sera de 20%, puisqu'on est justement dans l'infiniment petit par rapport à un système qui est colossal. Il se pourrait, je n'ai pas du tout les chiffres, mais je le dis justement avec beaucoup d'ironie ou de cynisme, c'est qu'il faudrait diminuer notre consommation de 10 pour peut-être diminuer de 5 ou 10%. Alors c'est pour ça aussi que tout à l'heure, on parlait de valeurs et de posture. Moi, je suis volontairement dans une posture très militantiste. Et quand on parle de paradigme, de changement, de modèle économique, si on doit changer quelque chose sur le plastique, on doit le changer de manière conséquente et pas par petites touches. Et c'est ça que j'essaye de dire dans mon message. Justement, moi, parce que pour moi, ce n'est pas une vision optimiste ou pessimiste de discuter de ces deux chiffres. C'est juste, en fait, la vraie question, c'est est-ce que ces 6 grammes par habitant et par an, en fait, quel impact ils ont quand ils arrivent dans les mers? Parce qu'en fait, je pense que les visions différentes, c'est combien produit et combien fuit, mais combien ce qui peut être vu comme tout petit pourcentage de fuite, quel impact il a sur les écosystèmes qui sont affectés. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est petit, mais en fait, c'est énorme. En tout cas, je pense que, du coup, c'est plus que la question de... Parce que finalement, si on consomme plus de plastique et qu'on récupère plus, on aura peut-être plus de pertes. Et on dira, oui, mais on a amélioré l'efficacité de notre rétention, mais en fait, l'impact il sera encore plus grand. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, moi, la question, elle est plus sur qu'est-ce que peut absorber les écosystèmes à la fin. La question de l'impact par rapport au microplastique, elle est très importante. Moi, ce que j'essayais simplement de mettre en évidence, c'est que la pollution en macrodéchets, elle est fortement connectée à la pollution en microdéchets. Et que tous les macrodéchets qu'on évitera de mettre dans le milieu et d'être stockés dans les berges, ça sera un impact bénéfice pour la production de microplastique. Parce que c'est ceux-là qui vont poser problème. Quel impact, ça, je suis incapable de vous le dire. Oui, Bernard Chevassu. J'ai une question pour David Mouillot. On dit souvent que beaucoup d'aires marines protégées sont des aires de papier. Comment vous avez fait justement pour traiter ce problème, c'est-à-dire faire la distinction entre le processus de mise en place des aires protégées, qui peut avoir parfois des conséquences sociales négatives du fait du processus, ça a été bien dénoncé dans la mise en place des grands parcs africains par exemple, et puis la partie écologique, c'est-à-dire l'efficacité, positive ou négative, du système de protection. J'ai une réponse en deux temps. La première réponse, c'est la compliance, effectivement, parce que c'est bien d'annoncer des aires protégées et des contours. Ce qui se passe à l'intérieur, souvent, est totalement non corrélé à la réalité, en fait. C'est comme la température, il y a le ressenti et il y a le réel. Donc ce qu'on fait là depuis quelques mois, il y a une grosse avancée là-dessus. On travaille sur des images satellites radar et en intelligence artificielle. Et on sait par exemple qu'on a au moins 50% des bateaux, rien qu'en Europe, qui n'ont pas d'AIS, donc qui n'ont pas de système géoréférencé officiel, obligatoire, et qui sont dans les aires marines protégées. Donc en fait, il y a une grosse fréquentation de bateaux non réglementaires qui sont dans les aires protégées et qu'on repère par radar en fait maintenant, donc par satellite. Donc ça devient intéressant. On a vraiment un indice de compliance. Pour tout vous dire, on a une publication sous presse en ce moment qui donne la compliance de toutes les réserves d'Europe, rankées de 0 à 100%, c'est-à-dire est-ce qu'on a une compliance complète, est-ce qu'il n'y a effectivement aucun bateau sur les images satellites par rapport à ce qui est annoncé, ou est-ce qu'on est au contraire avec une densité de bateaux égale à l'extérieur de l'aire protégée. Et les surprises sont plutôt mauvaises. On a vraiment beaucoup de bateaux de pêche dans les aires protégées. La seconde réponse, quand on était en Tanzanie, là, c'était intéressant parce que, en parallèle des enquêtes sociaux, 20 ans après la mise en place d'une aire protégée, on s'est aperçu que finalement, il y avait un gain de richesse, de biens des ménages proches de l'aire protégée, alors que quand on va sous l'eau, on ne voit aucun bénéfice de l'aire protégée. Et tout le monde nous dit qu'elle est totalement poachée, il y a vraiment de la pêche illégale en permanence. Ce qui fait que dans le raisonnement, en fait, on n'est pas obligé de passer par la nature pour avoir un bénéfice. Simplement, l'appellation aire protégée suffit à augmenter le niveau de richesse sans avoir de bénéfice sur la nature. Donc ça laisse penseur aussi en se disant que simplement le flag, l'appellation aire protégée, sert d'un point de vue socio-économique sans avoir aucun bénéfice pour la nature. Donc ça, c'est assez surprenant aussi. Exactement, il faut faire plein d'appellations, même si c'est du flanc. Ou alors, en tout cas, avoir un niveau de compliance qui alerte les pouvoirs publics en disant qu'il y a beaucoup de réserves qui ne sont que des réserves papier, et de le dénoncer en permanence. Je pense que la dénonciation du niveau de pêche illégale est également quelque chose qui sera dissuasif. Bonjour, moi j'ai une question sur les plastiques. Et, vous m'entendez ? Sur les ordres de grandeur en fait, de la quantité de plastique, je voudrais être certaine que j'ai bien compris ce que vous avez dit sur les ordres de grandeur de la quantité de plastique qui arrive dans l'océan. Vous avez dit que pour les macroplastiques, on avait au départ une incertitude d'un facteur 3 à peu près sur la quantité qui arrivait, mais que cette estimation, elle était peut-être surévaluée parce qu'on ne prenait pas en compte ce qui tombait sur les berges et peut-être surévaluée d'un facteur 10. Et ma deuxième question, c'est, et pour les microplastiques, est-ce que ça concerne bien que les macroplastiques? Et pour les microplastiques, quelles sont les incertitudes? Et est-ce que cette sous-estimation sur les macroplastiques, elle n'alimente pas peut-être quelque chose sur les microplastiques qui compenserait? Je ne sais pas si c'était clair, mais... Je crois. On va essayer de répondre. Alors, pour les macro-déchets plastiques, en effet,
il y a une première estimation qui a été proposée à entre 4 et 12 millions de tonnes. C'est celle qui a été proposée par John Beck. Celle-ci, elle est basée sur un modèle conceptuel qui dit on consomme tant dans chaque pays, tous les pays perdent 2%, tous les habitants perdent 2%, et selon le pays où tu vis, eh ben, tu les perds, et voilà. Et donc on arrivait entre 5 et 12. Mais ça, c'est conceptuel. On nous dit que ça arrive dans l'eau, et dans l'eau, ça finit dans les océans. Ce que je disais tout à l'heure, la vraie référence, c'est celle de Gonzalez, c'est un article dans Science, où lui, il propose entre 0,4 et 5 millions de tonnes. Voilà. Lui, par contre, il regarde juste dans les ponts qui sont accessibles les plus aval possibles, les quantités de déchets qui passent par instant T, et il extrapole à l'échelle annuelle. Donc lui, il sait qu'à l'instant T, ou à l'échelle annuelle, on a 4 à 10, voilà, entre 1 et 5 millions de tonnes qui passent, mais ça ne considère pas là-dedans la quantité de plastique qui est sur les berges. Ces quantités de plastique qui est sur les berges, à un moment donné, elle peut être remobilisée lorsqu'on va avoir des événements extrêmes. On peut même se poser la question, lorsqu'il y aura le changement climatique, donc avec des modifications hydrologiques du fonctionnement des cours d'eau, avec de l'érosion peut-être un peu plus sévère à certains endroits, etc., la quantité de plastique qui peut être réellement émise. Sur les microplastiques, ça a eu un peu le chemin exactement similaire, sauf que les données initialement prises ne sont pas les mêmes. Pour les microplastiques, la première estimation faisait presque une estimation à hauteur des macrodéchets. Mais cette première estimation qui a été reprise, elle a été basée à la fois sur un modèle conceptuel, mais aussi sur très peu de données expérimentales. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de données expérimentales. C'est une équipe de Toulouse qui a publié ça également dans Science par modélisation. On estime aujourd'hui que les flux sont de l'ordre de 300 à 600 000 tonnes de microplastiques qui arrivent aux océans. C'est le papier, si vous voulez la référence, c'est de Lisa Weiss dans l'équipe de Toulouse. Non, Gonzalez, il surévalue pas, il quantifie un flux qui passe à un instant T. C'est-à-dire, vous êtes dans une rivière, vous êtes au-dessus d'un pont, et il regarde la quantité qui passe au-dessus de ce pont. Mais on peut se poser la question si ce qu'il observe va vraiment aux océans. Parce qu'en fait, c'est une sorte de jeu permanent entre les déchets qui sont dans la colonne d'eau et qui transitent et ceux qui sont sur les berges. Il y a une sorte d'échange permanent. Et en fait, quelle est la part de chaque, on ne sait pas. Bonjour, merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question concernant les aires marines protégées. Donc, vous avez montré dans votre avant-dernière slide les zones où on avait plutôt des dark spots, des blue spots, etc. Et on voit vraiment qu'il y a des clusters. Moi, je voulais savoir, d'une part, est-ce que c'est dû à l'homogénéité, par exemple, des caractéristiques socio-économiques dans ces zones, ou du type de terrain naturel, ou par exemple, est-ce que c'est des zones de papier ou pas? Et deuxièmement, quelles sont les caractéristiques qui vont avoir le plus d'influence sur est-ce que ça va être un dark spot ou un blue spot? Et est-ce que ces caractéristiques, elles ont, par exemple, le niveau de pauvreté au départ, elles ont un impact qui va être différent selon les zones? Par exemple, est-ce que dans une zone où il va y avoir une très forte pauvreté, on va se retrouver dans un dark spot et dans une autre, un blue spot? Ça fait beaucoup de questions, on dirait, hein. un prochain sujet de thèse. Non, ce qu'on peut vous dire, la chose qui nous a rassurés, c'est qu'il n'y a pas de biogéographie des dark spots et bright spots. Ça, c'est chouette parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité locale liée à un pays, à une écorégion où il y a un contexte socio-économique. On a trouvé vraiment des bright spots partout et des dark spots partout. Donc, on peut voir ça comme plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contingence locale ou régionale qui contraignent le fait d'être dark ou bright. On a essayé un premier petit modèle, hein, là vous empiétez sur ce qu'on est en train de faire. On n'a pas de corrélatif très fort de fait d'être bright ou dark. On a l'impression quand même que la qualité de l'habitat joue beaucoup. Je crois que notre collègue parlait des événements brutaux comme le blanchissement du corail. Voilà, on a vraiment un lien fort quand même avec la qualité de l'habitat. Et quand l'habitat est en bonne forme, on a l'impression quand même qu'on est plutôt sur du bright spot avec des récifs coralliens en bon état qui peuvent contribuer à la fois à l'homme et à la nature de manière correcte.
Et les zones qui sont vraiment voilà, complètement amochées d'un point de vue habitat sont plutôt les zones dark spot. On arrive au terme de cette session. Merci beaucoup à tous les deux. Moi, je suis heureuse parce qu'on a 2 exemples où la recherche peut vraiment apporter des éléments nouveaux sur des sujets de société. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bonjour. Donc maintenant, on va commencer avec notre dernier quiz. Oui, c'est triste parce que c'est le dernier. Je vais parler au sujet de l'élimination du dioxyde de carbone. C'est un nouveau sujet pour moi. C'est en français. Donc, je ne suis pas encore expert, mais je pense que c'est un sujet que c'est vraiment important de discuter. Donc, oui, j'ai vraiment hâte de discuter avec vous. Donc, pour un peu de contexte, presque tous les scénarios qui limitent le réchauffement climatique à 1,5 à 2 degrés Celsius ont besoin de l'élimination du dioxyde de carbone, qu'on appelle CDR, en plus d'une atténuation agressive des émissions. Actuellement, la plupart des développements de CDR se sont concentrés sur les pluies continentales, ça veut dire les plans et les sols, mais il existe un écart entre la quantité de CDR dont nous avons besoin et le manque d'action dans la matière. Les nouvelles méthodes de CDR explorent la manière dont nous pouvons également utiliser les pluies océaniques car déjà l'océan a absorbé environ 30% des émissions anthropiques de CO2. Donc déjà, de nombreuses idées sont proposées, mais certaines étant plus courants que d'autres. Donc je vous propose 3 exemples et regardez-les bien et on va voter pour celle qui vous semble être une fausse bonne idée. Donc, la première option, c'est la restauration et la conservation des écosystèmes de carbone bleu. Les écosystèmes marins côtiers, notamment les marins salants, les forêts de mangroves et les herbières marines, fixent le CO2 via la photosynthèse et peuvent piéger le carbone dans leurs racines et les sédiments. Et par conséquent, la restauration et la conservation de ces écosystèmes peuvent protéger ou même augmenter la séquestration de carbone. La deuxième idée, c'est la culture de macroalgues et sédimentation assistée. Les macroalgues convertissent le CO2 qui est dissous dans l'eau de surface en carbone organique via la photosynthèse. Cela crée un déficit de carbone dans l'eau de surface. Et ce déficit est alors rééquilibré via une absorption de CO2 atmosphérique par l'océan. Et utilisant la sédimentation assistée, cette biomasse des macroalgues peut être stockée dans les profondeurs de l'océan à long terme. La dernière idée que je vous propose, c'est l'augmentation de l'alcalinité de l'océan. Lorsque le CO2 dans l'atmosphère est élevé par rapport au CO2 dans l'océan, il est naturellement attiré dans l'océan par une réaction chimique qui rend l'océan plus acide. Donc, comme prendre un antiacide quand on a mal au ventre, on peut ajouter les substances alcalines telles que l'olivine, le basalte et le carbonate, et comme ça, on peut augmenter cette pluie naturelle.
Je veux juste dire, gardez les options dans votre tête et on va lancer le quiz pour voter à quelle est la fausse bonne idée. Donc, vous pouvez joindre le quiz par le code QR. Et je vais montrer les 3 options. Voilà. Maintenant, vous pouvez voter qui est la fausse bonne idée. Je pense que tout le monde a choisi. Donc, je vais passer au résultat. Ah, c'est très intéressant. OK. Donc, tout le monde pense que l'augmentation de l'alcalinité est la fausse bonne idée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner leur avis, leur réflexion, pourquoi? Ou peut-être il y a quelqu'un qui a choisi le deuxième, les macroalgues. Oh, merci. Nous, la plupart du seul, on a pris la 2, parce que ma réflexion sur la 3, c'était, vu qu'on observe une acidification de l'océan, au pire, l'alcaliniser, ça contrebalance cet effet-là. Par contre, faire une action concrète en ajoutant des macroalgues et faire tout un système complexe à sédimentation assistée, ça paraissait déjà plus compliqué et potentiellement rajouter beaucoup plus de problèmes en termes de biodiversité. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Ouais. Je faisais un peu le parallèle avec les monocultures et les forêts. Quand on veut résoudre le problème du carbone sur les écosystèmes terrestres, on prend des forêts, mais on en plante beaucoup en non-mixité, quoi, enfin des monocultures, et on dit que ça stocke du carbone, mais par contre sur la biodiversité, ça a un effet... c'est comme faire de l'agriculture intensive, quoi. C'est un effet assez négatif sur la richesse en espèces, en tout cas, et peut-être les fonctions de cet écosystème. C'était la pire des 3, quoi. Merci, c'est très bien réfléchi. Je donne le lien entre la culture de macroalgues et les monocultures et la biodiversité. C'est une bonne idée. Il y a quelqu'un d'autre qui veut donner leur avis? Peut-être sur la première option ou le troisième? OK. Voilà. Je vais montrer. Donc, pour moi, c'est... Oh! Oubliez ça. Non, mais c'est pas grave, parce que moi, je pense que jouer à l'apprenti sorcier, alors qu'on n'a pas compris comment fonctionne exactement l'océan, c'est un peu dangereux. Donc, OK, il y a l'acidification de l'océan qui est grave, mais changer cette acidification en rajoutant un produit basique, je pense qu'on n'est pas prêt. Et puis c'est pareil pour les microalgues, parce que, enfin les macroalgues, parce que là on modifie encore l'écosystème. Il y a une troisième... Moi, je me posais aussi une question sur les chaînes industrielles en amont de la proposition 3. Parce qu'il en faut quand même un volume impressionnant de trucs à balancer, de trucs basiques à balancer dans l'océan. Donc comment on les fabrique, quels sont les dégâts que ça provoque en amont. C'est vrai, merci pour tous les avis. Et ça me fait plaisir de voir les gens qui vraiment pensaient à ces options, ces idées, parce que c'est très important. Donc, j'ai choisi l'idée 2 comme la fausse bonne idée, mais comme je vais vous expliquer, félicitations. En vrai, c'est vraiment compliqué de choisir une fausse bonne idée.
parce que cela dépend. Et pour mieux comprendre cela, je vais montrer ce tableau qui résume pour chaque option le niveau de maturité technologique, le coût de l'élimination de carbone qu'on estime, la quantité de carbone qu'on estime pourrait être éliminée, la faisabilité de la surveillance, déclaration et la vérification de l'élimination du carbone, et ainsi que les risques et co-bénéfices pour chaque option. Et là où nous avons une faible confiance chez Ambre et la cellule. Et on peut remarquer que les options ne sont pas toutes au même stade de développement, ni les mêmes potentiels de stockage de carbone, et ni le même équilibre entre les risques et avantages. Mais comme on a remarqué avec la présentation de David, cela peut dépendre aussi dans le contexte et dans la manière dans l'idée qu'elle est mise en œuvre. Et pour les options pour lesquelles nous avons suffisamment de données, comme la restauration et la conservation des écosystèmes, elles ont le potentiel de contribuer à un portefeuille plus large des actions. Par contre, il existe des options, et on a remarqué déjà dans l'audience, que des options qui ont une plus grande incertitude, pour lesquelles des tests pilotes sont déjà en cours. Et c'est pour ça que c'est essentiel de soutenir la communauté scientifique dans ses efforts pour fournir des données qui sont essentielles pour évaluer si ces options sont vraiment des bonnes idées ou des fausses bonnes idées. Ouais. Merci. Eh bien, merci à tous. On va marquer une petite pause. On vous invite à retourner, si vous le souhaitez, prendre un peu l'air. Et on se retrouve à 4h moins 10 ici pour une table ronde sur les recommandations. Merci.